un meunier, à sa mort, laissa pour tout bien à ses 3 fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si maigre héritage. « Mes frères pourront travailler ensemble, se disait-il. L'âne de l'un portera la farine du moulin de l'autre, mais moi, comment pourrais-je gagner ma vie avec un misérable chat ?» Le chat, qui avait tout entendu, sauta sur la table et regarda son maître d'un air posé et sérieux. Puis il parla. « Ne soyez pas triste, monsieur. Donnez-moi un sac, faites-moi faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez de quoi je suis capable. » Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il chaussa ses bottes, jeta le sac sur son épaule et s'en alla dans la garenne où vivaient de nombreux lapins. Il mit du son et de la luzerne au fond du sac et se tapit dans les hautes herbes pour attendre qu'un lapin candide vienne grignoter ce qu'il avait mis au fond du sac. À peine le chat botté s'était-il caché qu'un jeune étourdi de lapin entra au fond du sac. Le chat tira sur les cordons pour emprisonner l'animal et le tua. Content de sa prise, il alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, une fois entré, il fit une révérence. « Sire, dit-il, voici un lapin de Garenne que mon maître, le marquis de Carabas, m'a chargé de vous porter. » Marquis de Carabas était le titre que le chat avait choisi de donner au plus jeune des 3 frères. « Dis à ton maître que je l'en remercie, » répondit le roi. « Son présent me touche. » Le jour suivant, le chat botté alla se cacher dans les blés pour attraper quelques perdrix. Quand 2 d'entre elles entrèrent au fond du sac pour picorer les graines, le chat tira sur les cordons pour les emprisonner, puis il alla les présenter au roi. Sa Majesté reçut avec plaisir les 2 perdrix et fit donner à boire au chat. Le chat botté continua ainsi à porter régulièrement au souverain du gibier chassé par le marquis de Carabas. Un jour, apprenant que le roi allait en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, le chat botté dit à son maître : « Si vous voulez bien suivre mon conseil, votre fortune est faite. Allez dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai et ensuite, laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui demandait, et tandis qu'il se baignait, le roi vint à passer. Le chat botté se mit alors à crier de toutes ses forces : « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» En entendant ces cris, le roi fit stopper son carrosse. Puis, reconnaissant le chat qui lui avait si souvent apporté du gibier, il envoya ses gardes au secours du marquis. Et pendant que les gardes tiraient le pauvre jeune homme de la rivière, le chat botté s'approcha du carrosse et expliqua au roi que des voleurs avaient emporté les habits de son maître pendant qu'il se baignait. En réalité, le chat les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aux officiers de sa garde-robe d'aller aussitôt chercher l'un de ses plus beaux habits pour en vêtir le marquis. La fille du roi le trouva si élégant, si beau, qu'elle en tomba follement amoureuse.
Le roi exigea que le marquis monte dans son carrosse et participe à la promenade. Le chat botté, ravi de constater que son plan fonctionnait à merveille, prit les devants et partit à la rencontre des paysans qui fauchaient un pré non loin de là. « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré que vous fauchez appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » En passant sur le chemin, le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui appartenait le pré. Comme la menace du chat les avait effrayés, les paysans répondirent en chœur. « Il appartient au marquis de Carabas !»« Vous avez là, mon cher, un bien bel héritage, » dit le roi. « C'est un pré qui ne manque pas de rapporter abondamment toutes les années, » répondit le marquis. Le chat botté, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas au roi que les blés que vous moissonnez appartiennent au marquis de Carabas, vous serez hachés menus comme chair à pâté. » Quand le roi voulut savoir qui possédait tous les blés qu'il voyait, les moissonneurs répondirent « Ils sont au marquis de Carabas. » Le chat botté, précédant toujours le carrosse d'une bonne heure, répétait chaque fois la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était de plus en plus étonné de la quantité de biens appartenant au marquis. Le chat botté arriva enfin devant un château. Son propriétaire était un ogre fabuleusement riche. Toutes les terres que le roi venait de traverser appartenaient à l'ogre. Le chat fit savoir à l'ogre que, passant si près de son château, il n'avait pu résister au plaisir et à l'honneur de le saluer. Le maître des lieux reçut son visiteur aussi gentiment que pouvait le faire un ogre. « On m'a dit, » expliqua le chat botté, qui s'était auparavant informé sur lui, « que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion ou même en éléphant. »« Oh, c'est vrai, » répondit l'ogre. Pour le lui prouver, il se transforma en lion. Le chat botté, effrayé, se réfugia dans la gouttière du toit, non sans peine, car ses bottes n'étaient pas commodes pour marcher sur les tuiles. Puis, l'ogre reprit forme humaine. Le chat redescendit et avoua qu'il avait eu très peur. « On m'a dit, » poursuivit le chat botté, « que vous preniez aussi l'apparence d'animaux bien plus petits, comme celle d'un écureuil, d'un rat ou même d'une souris. Mais je n'y crois guère. » Eh bien, vous allez voir, » répondit l'ogre en riant d'un rire terrible. Il se changea aussitôt en souris et se mit à trottiner sur le plancher. Dès que le chat l'aperçut, il se jeta dessus et mangea la souris. Le roi, qui passait alors aux abords du château, demanda à le visiter. Alerté par le bruit du carrosse qui passait le pont-levis, le chat botté courut au-devant et s'écria « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'exclama le roi. « Ce splendide château est aussi à vous ?» Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent un somptueux banquet que l'ogre s'était fait préparer. Définitivement séduit par le marquis, et voyant tous les biens qu'il possédait, le roi, après avoir bu quelques verres, dit « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, d'être mon gendre. »
Le marquis de Carabas accepta l'honneur que lui fit le roi et épousa le jour même la ravissante princesse. Le Chaboté, quant à lui, devint grand seigneur du royaume et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une modeste chaumière. Un jour, la mère appela ses 3 fils et leur dit « Mes pauvres petits chéris, maintenant que vous êtes grands, notre chaumière est devenue bien trop petite pour que nous vivions tous ensemble ici. Il faut que vous partiez et que vous construisiez chacun votre maison. » Et elle ajouta « Prenez garde à ce qu'elle soit bien solide, pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer et vous manger. » Les 3 petits cochons firent leurs bagages, embrassèrent leur mère qui pleurait de les voir partir, et lui promirent de l'inviter chez eux bien vite, quand ils auraient construit leurs 3 maisons. Les 3 frères partirent donc ensemble à la découverte de leur nouvelle vie. Le premier petit cochon était très paresseux. Il ne pensait qu'à dormir ou à s'amuser. Quand il vit un paysan qui ficelait des bottes de paille au milieu de son champ, il se dit qu'il avait là de quoi construire un abri contre la pluie et les intempéries. « Continuez sans moi, dit-il à ses frères. J'ai suffisamment marché pour aujourd'hui. » Puis, il s'en alla trouver le paysan en faisant des pirouettes dans son champ. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire une maison ?» demanda-t-il. Amusé par ce petit cochon espiègle, le paysan lui donna toute la ficelle et la paille qu'il voulait. Et en un tour de main, le premier petit cochon avait construit sa maison. Tout fier, il décida d'aller trouver ses frères pour leur proposer de jouer à saute-mouton. De son côté, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron qui coupait du bois à l'entrée d'une forêt. « Continue sans moi, dit-il au 3e frère. Je suis fatigué et je vois là de quoi construire une bien jolie maison. » Puis, il s'en alla trouver le bûcheron en faisant une provision de châtaignes et de marrons. « Puis-je avoir un peu de bois pour construire une maison ?» demanda-t-il. Séduit par ce petit cochon gourmand, le bûcheron lui donna des brindilles et des rondins, ainsi qu'un vieux panier tout rond pour y ranger ses châtaignes et ses marrons. Et avant même que son frère n'arrive pour jouer à saute-mouton, le second petit cochon avait construit sa maison. Il y invita le premier cochon pour y partager ses châtaignes et ses marrons. Consciencieux et beaucoup plus sérieux que ses 2 frères, le 3e petit cochon suivit à la lettre les conseils de leur mère. Il rencontra un ouvrier qui transportait des briques vers son chantier et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir des briques pour construire une maison ?» Charmé par ce petit cochon si prudent, l'ouvrier lui donna assez de briques pour construire une solide et grande maison avec une cheminée pour cuisiner et se chauffer. Le petit cochon travailla sans relâche et au matin du 2e jour, il avait construit sa maison. Il y reçut ses 2 frères, leur offrit une soupe de potiron et accepta ensuite de jouer à saute-mouton. Les 3 petits cochons jouaient gaiement dans une clairière sans se soucier du danger, quand l'ombre du grand méchant loup se dessina au détour d'un fourré.
Murmura-t-il. Comme ces 3 petits cochons ont l'air bien tendres et bien dotus, lequel vais-je bien pouvoir dévorer le premier ? Le grand méchant loup décida de commencer par le premier petit cochon, celui qui habitait dans la maison en paille. Il sortit de sa cachette et avança à pas de loup. Mais une branche de bois mort craqua sous ses pattes. « Le grand méchant loup !» crièrent les 3 frères en se précipitant chacun vers leur maison. Le loup se lança à la poursuite du premier petit cochon, mais celui-ci rentra juste à temps dans sa maison pour lui claquer la porte au nez. Le grand méchant loup frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer, s'il te plaît. »« Non, non, et 3 fois non !» répondit le premier petit cochon. « Par le poil de mon petit menton tout rond, il n'en est pas question !» Le grand méchant loup prit une voix menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que ta maison s'envolera. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison en paille s'envola. « Au secours! Au secours !» cria le premier petit cochon en courant se réfugier dans la maison en bois de son frère. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. »« Non, non et 3 fois non !» répondirent les 2 frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question !» Le grand méchant loup prit alors une voix encore plus menaçante et dit « Très bien, puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que votre maison s'envolera. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison en bois s'envola. « Au secours! Au secours !» crièrent les 2 premiers petits cochons en courant se réfugier dans la maison en briques de leur frère. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, je vous en supplie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. »« Non, non et 3 fois non !» répondirent les 3 frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question !» Le grand méchant loup entra dans une rage folle et poussa un hurlement effrayant. « Puisque c'est ainsi, je vais souffler encore plus fort que tous les vents réunis, et cette maudite maison sera détruite. » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues et souffla jusqu'à en perdre haleine. Mais la maison resta debout. Alors le grand méchant loup fit demi-tour et s'éloigna. « Hurrah! Hurrah !» chantèrent en chœur les 2 premiers petits cochons. « L'horrible méchant loup ne peut rien contre nous !» Le 3e frère les mit en garde. « Ne vous réjouissez pas si vite, dit-il. » À peine avait-il prononcé ces mots que la maison en briques se mit à trembler. Le grand méchant loup s'était éloigné pour prendre son élan et sauter sur le toit.
il courut jusqu'à la cheminée par laquelle il avait décidé d'entrer. Plus téméraire et plus rusé que ses deux frères, le troisième petit cochon posa un chaudron rempli d'eau dans la cheminée et alluma un gigantesque feu. En sautant dans la cheminée, le grand méchant loup tomba tout droit dans l'eau bouillante et se brûla. Il hurla si fort qu'on entendit son cri jusqu'au village voisin. Et le grand méchant loup repartit comme il était venu, par la cheminée. Depuis ce jour, les trois petits cochons ont repris leur jeu et leur partie de saute-mouton, et ils n'ont plus jamais entendu parler du vilain grand méchant loup. Il était une fois un couple de bûcherons qui avait 7 enfants. Le plus jeune était né si petit qu'au premier jour de sa vie, sa taille ne dépassait pas celle d'un pouce. On l'appela donc le petit Poucet. Ses frères se moquaient toujours de sa taille et lui donnaient à porter des fagots de bois bien trop grands pour lui. Mais le petit Poucet ne disait rien. Il tirait et traînait les branchages sans se soucier de leur bavardage. Pour dire la vérité, il était beaucoup plus malin et bien plus avisé que ses aînés. Une année, une terrible famine s'abattit sur le pays. Le couple de bûcherons, déjà très pauvre, eut de plus en plus de mal à nourrir ses 7 enfants. Un soir, une fois les 7 fils couchés, sans rien avoir mangé, le bûcheron rejoignit sa femme devant la cheminée. « Je ne supporterai pas plus longtemps de voir nos enfants mourir de faim sous nos yeux, dit-il le cœur serré. Demain, nous irons les perdre dans la forêt et nous nous enfuirons pendant qu'ils feront des fagots. » La pauvre bûcheronne pleura, supplia son mari et tenta de le faire changer d'avis, mais en vain. Alors, elle finit par accepter, à contre-cœur, de l'accompagner le lendemain dans la forêt. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent que le plus petit de leurs enfants s'était caché sous le banc. Le petit Poucet avait tout entendu. Le lendemain matin, le petit Poucet se leva tôt et courut jusqu'au bord d'un ruisseau pour remplir ses poches de petits cailloux blancs. À son retour, le couple de bûcherons emmena ses 7 fils dans la forêt. Le père se mit à l'ouvrage et coupa du bois comme si de rien n'était. Puis, pendant que ses enfants ramassaient des branches et des brindilles pour en faire des fagots, il fit signe à sa femme et tous deux prirent la fuite par un petit sentier détourné. Quand les 6 aînés se rendirent compte qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer. Mais le petit Poucet les rassura. « Ne pleurez pas, je vous ramène à la maison !» En effet, sans que personne ne le remarque, il avait laissé tomber ses petits cailloux blancs derrière lui tout le long du chemin. Et c'est sans difficulté que le petit Poucet ramena ses frères à la maison. Le couple de bûcherons, qui regrettait déjà son triste forfait, les accueillit à bras ouverts et les embrassa avec beaucoup de joie. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le seigneur du village, qui leur devait 10 écus depuis longtemps, leur fit envoyer la somme par l'un de ses fidèles coursiers. Ce soir-là, le couple de bûcherons et leurs 7 enfants
rirent, chantèrent et dînèrent de bon appétit. Le bonheur et la bonne humeur demeurèrent tant qu'il resta des écus. Mais quand l'argent fut dépensé, le bûcheron, sa femme et leurs enfants n'eurent à nouveau plus rien à manger. « Demain, nous retournerons perdre nos enfants dans la forêt, » dit le bûcheron. « Et pour être sûr qu'ils ne puissent pas retrouver le chemin de la maison, nous les emmènerons plus loin que la première fois. » Le petit Pousset, beaucoup plus méfiant et bien plus avisé que ses aînés, était resté caché sous le banc. Le lendemain matin, il se leva très tôt pour aller ramasser des petits cailloux blancs. Mais quand il voulut sortir, il trouva la porte fermée à double tour et les volets bloqués par un battant. Par chance, juste avant le départ, en guise de déjeuner, la mère distribua à chacun de ses 7 fils un morceau de pain blanc. Le petit Pousset glissa le sien au fond de sa poche, en se disant que la mie de celui-ci remplacerait les petits cailloux blancs. C'est ainsi que, chemin faisant, le petit Pousset émietta son pain tout le long du trajet. Et quand le couple de bûcherons abandonna ses enfants à l'endroit le plus sombre et le plus touffu de la forêt, le petit Pousset ne s'inquiéta pas, car il pensait qu'il retrouverait facilement son chemin. Mais dès les premiers pas, le petit Pousset découvrit avec effroi qu'il ne restait plus une seule miette de pain. Affamés eux aussi, les oiseaux les avaient toutes mangées. La nuit tomba et un terrible vent se mit à souffler. Il souffla si fort que les 7 frères crurent entendre des hurlements de loups venus de tous côtés pour les dévorer. Le petit Pousset grimpa en haut d'un arbre et vit au loin une lueur qui lui fit penser à une chandelle. « Alors ?» demanda le cadet. « J'ai vu une lumière » répondit le petit Pousset. Il guida ses frères en direction de la lueur, et après avoir marché longtemps, ils arrivèrent tous les 7 devant une maison. L'aîné frappa à la porte. Une femme vint leur ouvrir et s'étonna de trouver tous ses enfants en pleine nuit sur le seuil de la maison. « Nous sommes perdus, » dit le petit Pousset. Alors, la femme se mit à pleurer. « Hélas, mes pauvres petits, vous êtes ici dans la maison d'un ogre qui mange les enfants. »« Hélas, madame, » répondit le petit Pousset, « si vous ne nous gardez pas chez vous, ce sont les loups qui nous mangeront. » La femme eut pitié d'eux. Elle les laissa entrer et les mena se réchauffer près d'un grand feu où un mouton tout entier grillait pour le souper de l'ogre. Soudain, on frappa à la porte. 3 grands coups qui firent trembler le sol, les murs et le plafond. C'était l'ogre. Vite, la femme cacha les 7 frères sous son lit et alla ouvrir à son mari. L'ogre entra et commença par demander si le souper était prêt. Puis, il renifla, flaira et dit d'une voix terrible: « Ça sent la chair fraîche ici. » Sa femme eut beau lui soutenir que le mouton était à l'origine de ce fumet, l'ogre n'en crut pas un mot. « Ça sent la chair fraîche !» répéta-t-il. Il se précipita dans la chambre et tira l'un après l'autre les 7 frères de sous le lit. Les pauvres enfants se mirent à genoux en le suppliant de ne pas les dévorer. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres.
Celui-ci aiguisait déjà son grand couteau, quand sa femme lui dit « Vous avez bien assez de ce mouton pour le souper ?» « Tais-toi !» répondit l'ogre. « Il me reste aussi du veau et un demi-cochon, » reprit sa femme. « Attendez plutôt demain pour faire de ces enfants votre festin. » Tu as raison, maugréa l'ogre. Donne-leur à manger pour qu'ils ne maigrissent pas davantage et va les coucher. L'ogre avait 7 filles. Elles n'étaient encore que des enfants, mais elles avaient déjà une large bouche avec de longues petites dents pointues. Leur mère les avait couchées de bonne heure. Elles dormaient, toutes les 7, dans un grand lit, chacune coiffée d'une couronne d'or. Et comme il y avait dans la chambre un second lit, la femme de l'ogre y coucha les 7 garçons. Contrairement à ses frères, le petit Poucet ne s'endormit pas. Il se leva et traversa la chambre à pas de loup pour prendre les 7 couronnes d'or qui coiffaient les filles de l'ogre. Puis, il mit les couronnes sur la tête de ses 6 frères et sur la sienne. Le petit Poucet avait eu là une bonne idée, car à minuit, l'ogre se réveilla. Il sauta de son lit, attrapa son grand couteau et poussa la porte de la chambre. Il avait décidé de ne pas attendre le lendemain pour égorger les 7 garçons. Le petit Poucet eut très peur quand l'énorme main de l'ogre lui caressa la tête dans l'obscurité, après avoir caressé celle de ses 6 frères. Ayant senti sur chacune des têtes les couronnes d'or, l'ogre s'éloigna et alla jusqu'à l'autre lit, celui de ses 7 filles. Et là, sans hésiter, il leur trancha la gorge avant de retourner se coucher, satisfait. Dès que le petit Poucet entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et les pressa de s'habiller. Puis tous les 7 prirent la fuite par le jardin, courant toute la nuit sans savoir où ils allaient. Le lendemain matin, l'ogre découvrit ses 7 filles égorgées dans leur lit. Ah! Qu'ai-je fait? Hurla l'ogre en prenant sa tête entre ses mains. Ces petits vauriens vont me le payer. Il se tourna vers sa femme et ordonna « Mes bottes! Cours chercher mes bottes de 7 lieues !» L'ogre chaussa ses bottes et se lança à la poursuite des 7 enfants. Le petit Poucet et ses frères étaient à 100 pas de leur maison quand ils virent l'ogre sauter les montagnes et les rivières. Le petit Poucet s'écria « Vite, cachons-nous sous ce rocher !» Les 7 frères se glissèrent sous la pierre sans imaginer que l'ogre allait choisir ce même rocher pour s'y reposer. L'ogre s'y adossa. Et la fatigue aidant, il ne tarda pas à s'endormir en poussant de terribles ronflements. « Courez jusqu'à la maison et ne vous arrêtez pas !» murmura le petit Poucet. Et pendant que ses frères couraient à perdre haleine, le petit Poucet s'approcha de l'ogre et lui retira doucement ses bottes. Les bottes étaient immenses, mais elles étaient magiques. Quand le petit Poucet les enfila, elles rétrécirent à la taille de son pied, comme si elles avaient été fabriquées pour lui. Ainsi chaussé, le petit Poucet courut à la maison de l'ogre où se trouvait sa pauvre femme qui pleurait encore d'avoir perdu ses filles. « Votre mari est en danger, » dit le petit Poucet. « Des voleurs l'ont attrapé et ils ont juré de le tuer si vous ne leur donnez pas tout son or et son argent. »
La pauvre femme eut tellement peur qu'elle donna tout ce qu'elle avait. C'est ainsi, chargé des richesses de l'ogre, que le petit Poucet revint à la maison où toute la famille le reçut avec des cris de joie.